Ngozi Okonjo-Iweala, première femme et première africaine directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, la Nigériane de 66 ans a été nommée ce lundi. 2 soldats maliens tués dimanche dans le centre du pays. Une mine posée par des terroristes a explosé au passage de leur véhicule. Et puis un centre de vaccination anti-Covid au cœur du quartier noir de Houston au Texas. Les Afro-Américains touchés par la Covid ont environ 2 fois plus de chances d'en mourir que les personnes blanches. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, 66 ans, a été nommée lundi directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Économiste chevronnée, une des femmes les plus puissantes de son pays, elle devient la première femme et première africaine à la tête de l'OMC. À 66 ans, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala entre ainsi dans le cercle très restreint des femmes au pouvoir dans le monde. Nommée ce lundi directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce OMC, elle prendra fonction en mars. Seule candidate encore en lice grâce à un large consensus et notamment le soutien de l'Union africaine, l'Union européenne et désormais appuyée par les États-Unis, Ngozi Okonjo-Iweala n'a pas pu être physiquement présente au siège de l'OMC. Elle s'est toutefois adressée aux délégués par visioconférence. Elle a immédiatement appelé à une remise en marche de l'OMC, jugeant essentiel que l'institution soit forte pour surmonter les ravages causés par la pandémie de Covid-19 et relancer l'économie mondiale. Nos priorités, la nécessité de moderniser nos règles. Nous devons examiner quelle contribution l'OMC peut apporter pour résoudre la situation actuelle de la pandémie. Nous devons examiner nos procédures et certaines parties de l'institution. Il y a tant à faire. C'est pourquoi je parle de refonte en profondeur et à grande échelle. Mais bien sûr, ce ne sera pas facile. Lorsque nous examinons la composition de l'OMC, nous devons être conscients que tout ce que nous faisons profitera à tous les membres, pas seulement aux grands ou aux moyens membres, et aux petites économies alignées. Je pense que c'est très important. Nombreux espèrent que sa nomination à la tête de l'institution mette fin à des années de blocage de l'institution. Si son parcours universitaire et professionnel impressionne, la docteure Ngozi a aussi ses détracteurs qui lui reprochent notamment de ne pas avoir fait davantage pour endiguer la corruption quand elle était à la tête des finances du pays le plus peuplé du continent africain. Autre nomination en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a nommé ce lundi Jean-Michel Sama Lukonde au poste de Premier ministre. Cette nomination vise à conforter sa nouvelle majorité d'union sacrée après avoir mis fin à la coalition qu'il formait au sommet de l'État avec son prédécesseur Joseph Kabila. Après être nommé nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde a été reçu par le président Félix Tshisekedi. Dans une conférence de presse, Sama Lukonde a dit placer la sécurité comme l'une des priorités du nouveau gouvernement. Principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude. Moi, j'espère que cette fois-ci, on pourra démontrer qu'on aura un gouvernement avec une plus grande participation de la jeunesse et une plus grande participation de la femme. Jusqu'à sa nomination, il était directeur général de la société publique minière GECAMINE, la générale des carrières et des mines, fleuron industriel du pays. Il a été nommé à ce poste en juin 2019 par Félix Tshisekedi, originaire de la région minière du Katanga, ancien ministre des Sports de Joseph Kabila.
Jean-Michel Sama Lukonde est un militant de Avenir du Congo, un petit parti politique qui a migré du camp de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et richissime homme d'affaires Moïse Katumbi vers celui de Tshisekedi depuis 2018. Moïse Katumbi, qui s'est à son tour rapproché ces derniers mois du président de la RDC, a salué la nomination du nouveau Premier ministre. En Afrique du Sud, à présent, Jacob Zuma continue d'ignorer les injonctions de la Cour constitutionnelle du pays. L'ancien président sud-africain, poursuivi pour corruption, ne s'est une nouvelle fois pas présenté devant la commission d'enquête ce lundi. Jacob Zuma risque une procédure pour parjure reportage. En janvier, la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays saisie par la commission d'enquête, a rendu une décision obligeant Zuma à comparaître et le privant du droit de garder le silence. Malgré cela, ses avocats ont prévenu lundi dans une lettre que le client ne comparaîtra pas devant la commission devant laquelle il est à nouveau convoqué toute la semaine. Cette fois, Zuma risque une amende ou la prison pour outrage, a mis en garde le président de la commission, le juge Raymond Zondo, qui a déjà prévenu qu'il saisirait une nouvelle fois la Cour constitutionnelle après ce nouvel affront. La juridiction suprême devra toutefois d'abord trancher si cette dernière absence de l'ancien chef d'État constitue un outrage à la justice avant toute possibilité de le voir placé derrière les barreaux. Dans un communiqué de 12 pages diffusé lundi soir, Jacob Zuma accuse le juge Zondo de propagande politique contre lui. Sa conduite aujourd'hui renforce ma certitude qu'il a toujours cherché à me porter préjudice, a-t-il écrit. Depuis la création de la commission en 2018, Zuma multiplie les manœuvres pour éviter de témoigner en pliant les recours faisant valoir son droit au silence. L'ancien président sud-africain réclame notamment depuis plusieurs mois la récusation du juge Zondo qui l'accuse de partialité. Dans ce bras de fer, le président de la commission a refusé de se récuser. Jacob Zuma a demandé à un tribunal de se prononcer sur la question. Des étudiants protestataires, nous sommes en Birmanie, sont libérés de la prison de la capitale birmane après avoir été arrêtés le matin lors de répression d'une petite manifestation devant un bureau du gouvernement. Une foule de centaines de manifestants attendait devant les portes de la prison pour réclamer leur libération. Les détails. Des manifestants pro-démocratie sont de nouveau descendus dans les rues lundi en Birmanie, mais en nombre moindre que les jours précédents au lendemain de l'intensification de la répression par la junte qui a déployé des troupes dans le pays. À Rangoon, la capitale économique, des centaines de contestataires se sont rassemblés près du siège de la Banque centrale dans le nord de la ville pour appeler les fonctionnaires à se mettre en grève. Mais les foules étaient moins nombreuses que les derniers jours, la présence de militaires appuyés par des véhicules blindés réfrénant les ardeurs. Les entreprises ont aussi envoyé des courriels à leurs employés pour les inciter à ne pas manifester. Le putsch du 1er février a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi et mis fin à une fragile transition démocratique de 10 ans. La peur des représailles est dans tous les esprits dans le pays qui a déjà vécu près de 50 ans sous le joug des militaires depuis son indépendance en 1948. Et les forces de l'ordre ont déjà dispersé violemment des rassemblements en tirant sur des manifestants. Une jeune femme de 20 ans, grièvement blessée la semaine dernière, est toujours dans un état critique. Dimanche, dans le nord du pays, plusieurs personnes ont été blessées. Une journaliste locale n'a pas pu préciser à l'AFP si des balles réelles ou des munitions en caoutchouc avaient été utilisées. Ces journalistes interpellés lors de ce rassemblement ont été relâchés lundi. Responsables politiques, militants, médecins, étudiants, quelques 400 personnes ont été arrêtées depuis le putsch. L'armée a aussi diffusé une liste de 7 activistes particulièrement recherchés. Des mandats d'arrêt ont été placardés, demandant à la population d'aider la police à retrouver ces fugitifs. Toute personne osant leur apporter de l'aide ou les héberger fera l'objet de représailles, a averti la junte. Et puis aux États-Unis, les Afro-Américains touchés par la Covid-19 ont environ 2 fois plus de chances d'en mourir que les personnes blanches. C'est ce qu'ont révélé les autorités sanitaires ensuite. En un peu plus d'un an depuis que le premier cas de Covid-19 a été détecté aux États-Unis, la maladie a particulièrement frappé les Afro-Américains qui ont environ 2 fois plus de chances d'en mourir que les personnes blanches, selon les autorités sanitaires. Une statistique glaçante et pourtant
de nombreux Afro-Américains restent réticents face au vaccin contre le virus. La propension à se faire vacciner est intrinsèquement liée au degré de confiance dans les institutions médicales et dans les traitements qu'elles proposent. Or, ces deux domaines ont pu faire l'objet d'épisodes jugés racistes par les défenseurs des droits civiques aux États-Unis. Pour remédier à cette réticence des Afro-Américains, un grand groupe hospitalier de Houston a décidé d'installer un centre de vaccination au cœur du quartier noir de la ville Texane. Les centres de contrôle et de prévention des maladies ont indiqué en février que 46,5% des personnes noires en Amérique n'ont pas l'intention de se faire vacciner, contre 32,4% des personnes hispaniques et 30,3% des personnes blanches. La propension d'individus prêts à recevoir une dose de vaccin a toutefois progressé parmi ces trois groupes depuis le début de la pandémie. Et selon les données rendues publiques par les centres de contrôle et de prévention des maladies, seuls 5,4% des doses de vaccins ont été injectées à des personnes afro-américaines lors du premier mois de la campagne de vaccination, quand celle-ci représente 12,5% de la population américaine. C'est dur de convaincre la communauté noire pour plusieurs raisons. Premièrement, les comportements pour d'autres vaccins ou essais menés dans la communauté médicale par le passé. Deuxièmement, toutes les théories du complot qui circulent et selon lesquelles ce n'est pas bon pour les personnes noires, qu'on n'en a pas besoin ou qu'il vaut mieux attendre et voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de théories de ce genre, mais moi, je sais que c'est vraiment ce dont on a besoin pour améliorer la situation et c'est pour ça que je suis là. C'est ici que se referme cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Sika TV.